Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Stéphane Simon, journaliste indépendant depuis plus de 30 ans, fondateur de nombreux médias, Front Populaire, Néo et le nouveau média Factuel, le média d'investigation. Et nous le recevons pour son livre « Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée ». Bonjour Stéphane Simon. Bonjour à tous les deux. Et bonjour à tous, bien sûr. Stéphane Simon, effectivement, aujourd'hui sort un livre. Et on est très content de recevoir en premier... parce que c'est un livre, franchement, que j'ai lu avec beaucoup d'émotion. Samuel Paty, c'est une histoire française. C'est une histoire aussi qui a pu exister dans le monde, mais une histoire française. Et vous savez, sans vouloir faire de comparaison irraisonnée, il y a eu un livre de John Reed sur la révolution russe qui s'appelait « 10 jours qui ébranlèrent le monde ». Et là, ce que vous racontez, c'est les 11 jours, entre le 5 et le 16 octobre 2020, 11 jours, je dirais, qui en tout cas ébranlèrent la France. Et qui montre pour moi, c'est vraiment une feuille de température qui se lit d'ailleurs, j'allais dire comme un roman si l'histoire n'était pas aussi terrible, qui se lit parce qu'elle raconte à la fois l'implacable, je dirais, fanatisme sanguinaire de certains gens, et encore une fois, ne mélangeons absolument pas l'islamisme politique et les musulmans, l'implacable, effectivement, volonté de meurtre, de tuer, l'implacable instinct de mort, et puis face à ça, une espèce de sidération de certains enseignants, de l'administration, de la police, et comment ça se noue, on va en parler en détail avec vous, Stéphane Simon, mais je voudrais commencer par à qui vous avez dédié ce livre. Je le dis comme ça parce que c'est assez... À Homer et Rosalie Simon, instituteurs, directeurs d'école à Montaigu. À Yvette et Camille Simon, instituteurs, directeurs d'école à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À Liliane et Guy Simon, professeurs d'université et professeurs des professeurs à Nantes, à tous ceux qui les ont précédés. Et c'est votre famille, tout ça ? Oui. C'est votre famille. Oui, ça me touche d'ailleurs que vous commenciez par ça, parce que ce livre, il est né du fait que j'ai une grande proximité avec le monde enseignant. Je suis un fils de prof, un petit-fils de prof, un arrière-petit-fils de prof. Et c'est vrai que le drame de Samuel Paty, moi, ça m'a ciblé le cœur. Vraiment, j'ai encore les discussions de mes grands-parents qui me parlaient quand ils sont arrivés dans la Vendée du début du siècle dernier, en 1932. Et ils me parlaient de ce qu'ils avaient dû faire au nom des valeurs de la République pour que ces enfants vendéens qui parlaient le maraîchin, le patois local, eh bien il a fallu les convertir aux valeurs de la République. Et je me souviens que ils étaient respectés par des enfants qui avaient pourtant vu les hussards noirs de la République en finir avec leurs ancêtres. On se souvient que des Vendéens ont été massacrés par les colonnes Turot, etc. Et jamais un drame comme celui de Samuel Paty n'est arrivé et n'aurait pu arriver dans cette France-là. N'aurait pas pu être envisagé. Jamais, non, jamais une tête de professeur aurait été coupée devant un collège, décapitée devant un collège, au nom de je ne sais quel communautarisme. Jamais ce serait arrivé. Et le point de départ de ce livre, c'est qui est un livre d'enquête, qui n'est pas du tout un livre d'opinion, qui est un livre vraiment de chronologie méthodologique pour expliquer les 11 jours qui séparent le cours de l'assassinat de Samuel Paty. Oui, c'est fou. Et le fil des responsabilités que l'on voit tout au long de ces 11 jours. Et bien, c'est né, cette enquête est née de l'idée de qu'est-ce qui s'est passé pour que la République soit, en un siècle, autant déréglée, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, les professeurs ne soient plus respectés, mais menacés dans leur intégrité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là? C'est absolument dingue. Vous savez, je cite aussi à la suite de cette épitaphe pour la famille, je cite un sondage récent fait sur un échantillon de 29 000 professeurs. 55% des professeurs et des instituteurs aujourd'hui veulent quitter leur job. C'est au secours, fuyons sur un prof sur deux. 55%, une majorité. Une majorité. Ils étaient 10 ans avant, c'est-à-dire avant le drame de Samuel Paty qui remonte maintenant à 3 ans, 10 ans avant, ils étaient 33%, ce qui était déjà pas mal. Mais honnêtement, aujourd'hui, un prof sur deux a la trouille
aujourd'hui, un prof sur deux n'est plus à l'aise dans son job. Il y a un cri d'alarme à porter. Et quand on lit cette affaire, les derniers jours de Samuel Paty, on comprend aussi pourquoi. Alors justement, on va énumérer cela. On va pas. Je renvoie au livre encore une fois que je recommande parce qu'il se lit vraiment d'une traite. Il se lit de façon continue. Et vous avez effectivement découpé jour après jour, parce que 11 jours, c'est rien. Qu'est-ce que c'est 11 jours? C'est l'espace d'un ciment où on passe d'une espèce de fausse accusation, de faux témoignages, d'extraordinaire montée de la rumeur à travers les sites, à travers tout cela, et à travers effectivement la sidération, et je dirais même la lâcheté, on va en parler. Mais juste un mot, Stéphane Simon. Donc, on va rappeler très rapidement, en fait, rappelons juste les faits. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée du 4 ou du 5 octobre, 5 octobre, où Samuel Paty donne un cours sur la liberté d'expression. C'est bien ça. Samuel Paty est professeur d'histoire géo. C'est un laïc apaisé, un homme qui n'est pas connu pour des prises de position radicales, pas du tout. C'est un professeur comme on en a beaucoup. C'est un homme ordinaire, d'une famille ordinaire. Et ce professeur fait son travail, c'est-à-dire que depuis quelques années, il fait des cours d'enseignement civique, et c'est ce qu'on appelle les ECM, c'est civique et moral. Voilà, où il s'agit de parler des valeurs de la République, des symboles de la République, et il a un cours qu'il fait, qui s'appelle Situation, dilemme, être ou ne pas être Charlie. Il s'agit d'interroger sur... Par rapport à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Oui, exactement ce qui s'était passé. Le massacre de Charlie Hebdo. Ouais. Et comme c'est un professeur qui veut rendre ses cours vivants, il fait un trait au milieu du tableau. Et d'un côté, il dit « Je suis pour ». Je suis Charlie, et de l'autre c'est je suis contre Charlie. Ça s'appelle situation dilemme, pour ou contre Charlie. Voilà. Et donc il égrène de façon très pédagogique les arguments. Je suis pour Charlie parce que je suis pour la liberté d'expression. Je suis contre Charlie parce que je ne veux pas blesser les religions. Vous voyez, c'est un professeur qui fait très pédagogique. Voilà, c'est un homme qui a le goût du partage et de l'enseignement et qui est connu pour avoir des initiatives originales d'ailleurs avec les élèves. Et là, il montre des choses. Et là, Samuel Paty, pour rendre aussi son cours vivant, il a eu l'idée pendant l'été de prendre dans le matériel pédagogique, j'insiste là-dessus, donc sur le réseau Canopé qui est mis à disposition de tous les enseignants de France, les caricatures de Charlie parce qu'elles sont au programme. Et donc lui, il les montre et ça fait partie de son cours, mais ça dure que quelques secondes. Et comme c'est un apaisé, comme c'est un homme, je dirais, d'un grand calme. Un homme de dialogue. Un homme de dialogue, évidemment. Il a quand même le souci, et certains lui reprocheront d'ailleurs, il a quand même le souci de dire, bon, on va montrer maintenant les caricatures, pourquoi des hommes sont morts. Et ceux qui sont choqués. Ceux qui sont choqués peuvent sortir. On est le lundi 5 octobre, il y a 5 élèves qui sortent, accompagnés d'une assistante d'éducation et voilà, ça dure quelques secondes, les élèves reviennent et il n'y a rien, il se passe rien. Et on va en parler, et c'est 15 secondes, justement, à ce moment il se passe rien, mais après ce qu'elles vont déclencher, on va en parler juste après cette petite pause. Et vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 300 300 pour interpeller Stéphane Simon sur son livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée, édité chez Plomb. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et dans tous mes états, je ne suis pas le seul, Stéphane Simon aussi, et la France a pu l'être quand on a appris la décapitation de Samuel Paty. Ce livre, que je recommande vraiment, Les derniers jours de Samuel Paty, chez Plomb. Justement, on était en train de parler, donc Samuel Paty fait son cours, vous l'avez raconté, Stéphane Simon, on en parle très 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 longuement dans le livre, et le lendemain même, l'étincelle, le feu prend à la plaine, en tout cas une petite étincelle déjà, avec un certain Ibrahim Chnina. Racontez-nous. Ce qui va se passer, c'est que sur la foi de secours, qui va être répétée d'ailleurs le lendemain, il y a une jeune fille qui dit à ses parents, alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle va être virée
pour tout à fait d'autres raisons. Il se trouve que c'est une mauvaise élève. Elle a 11 inscriptions au carnet de correspondance dont elle déchire au fur et à mesure les pages. 11 inscriptions en 1 mois de scolarité, vous voyez le genre. Eh bien, cette jeune fille, elle va dire à ses parents qu'elle s'est fait virer du cours parce que elle n'a pas voulu entendre ce discours et qu'elle a été particulièrement choquée et elle l'a fait savoir de ce cours de Samuel Paty. Voilà. Or, on va l'apprendre 2 jours plus tard, Samuel Paty va dire mais elle n'était pas là. Elle n'était pas... Et elle n'était vraiment pas là. Elle n'était vraiment pas là. L'enquête l'a établi. Elle n'est pas là le lundi, elle n'est pas là le mardi. Elle est, entre nous, elle est rarement là. Et il se trouve que sur la foi de cela, le père de cette jeune fille va dire qu'on a foutu à la porte sa fille par islamophobie et qu'il y a un professeur voyou qui s'appelle Samuel Paty, qui a foutu à la porte sa fille pour pouvoir montrer des photos du prophète nu. Vous voyez un peu le niveau de l'accusation. Et cet homme, ce père de famille, ne reviendra jamais sur la version de sa fille. Jamais, jamais. Ah, même une fois en prison. Hein. Ouais. Il a toujours dit que c'était la version de sa fille et qu'il l'avait cru jusqu'au bout. Et c'est la vérité, etc. C'est la vérité, si j'ose dire, une forme de vérité révélée. Voilà. Donc, mais sur la base de cela, alors qu'est-ce qui le père va faire appel à un autre homme qui se présente au collège comme étant le représentant des imams de France. Il n'est rien de tout ça. C'est un islamiste connu, un islamiste connu qui a fait partie du comité du Cher Yassine, qui est connu pour des positions antisémites, etc. Ils vont aller s'imposer à la principale, Madame Audrey Fouillard. Principale du collège. Voilà. Et ils vont vouloir être reçus tout de suite. Bon, il y a cette dame qui a des responsabilités. Elle les fait patienter 1 demi-heure sur le parking, à l'extérieur. Mais déjà, elle les reçoit dans la journée. On peut se dire qu'elle est bien diligente, si vous voulez. Elle les reçoit parce qu'elle sait que sa fille est problématique. Bon, et quand ils arrivent, ils commencent par dire à la professeure « Mais madame, si nous avions été juifs, nous aurions été reçus immédiatement. » Vous voyez un peu le niveau. Ça commence comme ça. Et là, c'est un dialogue de sourds, et on a en face une principale qui est extrêmement embarrassée par ce qui se passe. On est en train de taxer un de ses professeurs d'islamophobe, d'être un professeur voyou. Elle a beau proposer de rencontrer même Monsieur Paty au père, eh bien lui il ne veut pas voir ce professeur voyou, il exige son renvoi. Vous voyez, on a une espèce d'islamistes sans gêne, des islamistes sans gêne qui se croient autorisés à tout. Et pardon de ramener ça à mes parents, à mes grands-parents, j'ai toujours entendu qu'ils pouvaient avoir des problèmes avec des parents d'élèves. Mais les parents d'élèves, on les laisse à leur place. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut discuter avec eux, mais attention, il y a les professeurs d'abord. Et je rappelle simplement qu'à l'époque, et même maintenant, il y a des parents d'élèves qui ne prennent pas systématiquement le parti de leur fils ou de leur fille, surtout quand ils racontent des cracks. Au contraire, ils les punissent. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Chnina et Monsieur Sefrioui vont faire des vidéos dans lesquelles ils vont se mettre en scène et dire qu'ils sont se jouent à Conflans-Sainte-Honorine, dans ce petit collège bien tranquille, par ailleurs, très tranquille. Eh bien, il y a un affreux islamophobe qu'on va nommer, qui s'appelle Samuel Paty, et on va le désigner à la vindicte. Et puis, chaque jour qui va passer, la vidéo va être de plus en plus partagée, car les mots qui sont utilisés contre Samuel Paty, voyous, qui ne sont pas des mots utilisés par hasard, eh bien, ces mots-là vont retentir, et le collège, on ne le raconte pas assez, mais le collège est submergé de messages d'insultes, de mails dont on donne quelques exemples là, de messages sur le répondeur téléphonique de l'école. On menace de venir de l'autre bout de la France faire la peau de Monsieur Paty. On vous le dit dans le livre, vous le racontez. Et juste, Stéphane Simon, la principale, quand les deux, enfin le parent, le père de la fille et l'autre viennent les voir. Elle était au courant de ce qui s'était passé ou rien ou pas? Pas encore. Elle n'a pas eu le temps. D'ailleurs, c'est d'ailleurs curieux qu'elle ne commence pas par voir Samuel Paty plutôt que de voir le parent d'élève pour lui demander ce qu'il en est, parce qu'il lui aurait dit immédiatement. Mais enfin, attendez, cette fameuse, elle s'appelle pas Zora comme dans le livre, mais on a changé son prénom pour le livre évidemment, puisqu'elle est mineure encore, et elle va être jugée pour dénonciation calomnieuse quand le procès aura lieu en 2024. Le
le premier procès. Donc, elle aurait pu prendre cette précaution, mais ça n'a pas été fait parce que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Oui. On fait attention, pas de vagues. On fait attention aux parents d'élèves. On veut pas de problème. Et ce sont les parents d'élèves qui sont les victimes. Ben voilà. C'est pas le professeur. Oui, exactement. Et donc ça monte, ça fait une espèce de... Et c'est sur les réseaux sociaux. C'est terrible. Quand c'est partagé par la mosquée de Pantin, qui est reconnue pour des prises de position très rigoureuses et vraiment violentes, eh bien, c'est parti, ça se partage à toute vitesse. Et là, il commence à y avoir un second problème. C'est que l'administration qui s'appelle l'Éducation nationale, d'un côté, ne fait pas son travail, c'est-à-dire que Samuel Paty, on pouvait l'écarter. Je rappelle qu'une semaine plus tard, c'est les vacances. Donc on aurait pu dire, Samuel, reste à la maison, fais-toi porter pâle quelques jours. On aurait pu demander aussi une protection rapprochée pour Samuel Paty. Après tout, il y a des tas de personnalités qui ont des protections. On ne le demande pas. Et puis, pire que ça, c'est que les renseignements territoriaux ne font pas leur travail. Là, je pèse mes mots. Les renseignements territoriaux ne font pas leur travail. Il y a même 2 fonctionnaires dont on connaît les noms, mais que l'on ne donne pas dans le livre, évidemment, qui vont même minorer la menace. C'est-à-dire, ils étaient au courant, sont au courant. Oui, et puis ils vont à leur interlocuteur de l'Éducation nationale dire on les connaît, ce sont des islamistes, mais ils sont pas. Non, ça va aller. Et puis on a l'impression qu'au contraire, la situation se détend. Samuel Paty qui est seul, abandonné, c'est aussi ça, ce livre. C'est montrer ce qui s'est passé, comment on a abandonné cet homme. Lui, il est le soir chez lui et il regarde les commentaires qui sont sous les vidéos. Il est seul, il sait qu'il est menacé et c'est épouvantable. Et c'est là qu'un certain Abdallah Anzourov se manifeste. Et c'est là où on apprend que voilà, il se renseigne sur cette histoire. Samuel Paty, il n'est pas du tout d'ici. Il ne connaissait rien, il connaissait évidemment pas l'existence ni le nom. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour revenir avec Stéphane Simon sur son livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée, édité chez Plon. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans ces derniers jours de Samuel Paty, avec cette espèce de rumeur qui enfle, d'accusation, Paty, ce salaud, ce voyou d'islamophobe, etc., les plaintes de la jeune fille, de toute jeune fille, de son père, des parents, des comités, etc., les lettres de menaces, eh bien, il y a un jeune Tchétchène qui vit pas du tout à Conflans-Sainte-Honorine. Pas du tout à Évreux. Et qui, Évreux, et qui entend parler. Et comment il se manifeste? Alors, qu'est-ce qui se passe là? D'abord, il en entend parler par les réseaux sociaux. Cette affaire, elle est symptomatique de notre époque. Sans les réseaux sociaux, il n'y a pas d'assassinat de Samuel Paty non plus. Ouais. Donc, il ne faut pas jeter les réseaux sociaux avec l'eau du bain non plus. Bien entendu. Mais voilà, il y a un déferlement de haine sur les réseaux sociaux contre Samuel Paty. Les vidéos de YouTube sont partagées des dizaines de milliers de fois. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Anzourov, Abdullah Anzourov, qui est un Tchétchène de 19 ans, qui habite à Évreux, qui entend parler de cette affaire. Et lui, c'est un personnage assez instable. Il a, depuis quelque temps, manifesté beaucoup d'envie de rentrer dans le djihad. Il est candidat au djihad. Il va même prendre contact avec des gens en Syrie pour venir prêter main forte. Il était prêt à aller en Syrie. Il était prêt à aller en Syrie, mais curieusement, on n'en a pas voulu en Syrie. Et quelques jours auparavant, il tombe sur un garçon qui s'est disputé sur une messagerie d'adolescents, genre Snapchat, contre une jeune fille qui est voilée. Et ce garçon a eu des mots malheureux. Et donc, il veut faire la peau de ce garçon. Bon, et puis, il passe à autre chose et il tombe sur les vidéos où on pointe du doigt, où on dénonce Paty. Et là, il va prendre attache avec le père de Zora, celle qu'on appelle Zora, en vérité c'est pas son vrai prénom, on la protège dans le livre. Il va prendre attache. On ne sait pas exactement, parce que ce message a été détruit. Ce que l'on sait, qu'est-ce qu'ils se sont dit, parce qu'ils se sont parlé, on sait simplement que monsieur Chnina va remercier Abdullah Anzourov d'avoir pris contact avec lui, ils vont s'envoyer des politesses religieuses, etc. Et puis,
Et puis, ça c'est en fin de semaine, fin de la première semaine. Et progressivement, Abdullah Kanzorov, avec ses copains, va réfléchir son coup et va aller la veille de l'assassinat de Samuel Paty. Il va se lever très tôt, il va faire ses prières, il va aller chercher de quoi s'équiper. Il va chercher d'abord une arme à feu, mais malheureusement, c'est un pied nickelé, il ne trouve pas d'arme à feu. Il finit par acheter un pistolet à air comprimé avec des petites billes, mais qui est capable quand même de faire du bruit et du mal, et il va acheter des couteaux. Voilà. Et il est là, accompagné avec 2 de ses copains, un Tchétchène et un Algérien. Qui l'accompagne à Conflans-Sainte-Honorine. Qui l'accompagne la veille, la veille, chercher d'abord. Chercher les armes. Voilà, chercher des armes d'abord. Et puis, une fois qu'ils auront trouvé les armes, le lendemain, et là aussi il y a beaucoup de questions à se poser, le lendemain, Abdullah Kanzorov arrive en matinée. Il va rester devant le collège toute la matinée. Et là, on se demande, mais les policiers, il n'y en a pas. Et effectivement, tout ce qu'a obtenu la principale, c'est qu'il y ait une patrouille aléatoire de la police municipale qui passe de façon aléatoire, rien du tout. Et vous savez que le collège n'est même pas équipé d'un portail, c'est juste une porte vitrée. Il n'y a rien. Il y a eu 2 jours où, quand ça a été très chaud en début de semaine, le lundi et le mardi, il y avait un vigile qui était là, c'est tout. Et donc, le fameux Tchétchène de 19 ans dont on se demande pourquoi il n'est pas dans le nez de la police. Il a été signalé, je crois que c'est 15 ou 17 fois sur la plateforme Pharos. Le week-end précédent, où il a la rage, il y a 4 signalements sur la plateforme Pharos. Cette plateforme est censée être traitée par le renseignement français. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a rien qui se passe. Que notre ami, pardon, je ne devrais pas dire ça, Abdullah Kanzorov, personne ne le repère. Oui, personne ne le signale, personne ne le voit venir. Il n'était pas fiché S, lui, non? Non. En revanche, celui qui est avec le père de la fameuse Zora, c'est lui qui fait le battage, c'est Frioui. Lui, il est fiché S depuis longtemps. Il est connu depuis les années 80. Alors donc, il arrive, il attend devant le collège et il ne savait même pas qui était Samuel Paty. Bien entendu. Puisqu'il paye, et vous le racontez dans votre livre, il paye des jeunes. Il paye des jeunes, quelques petites poignées d'euros, un billet de 10 euros par-ci, un billet de 5 par-là. Je rappelle qu'il y a 6 adolescents qui sont mis en examen et qui vont avoir droit à un procès en huis clos, puisque le procès est dissocié en 2024. Il y aura donc d'un côté les jeunes qui seront, les mineurs au moment des faits qui seront jugés, de l'autre côté les majeurs. Et donc, mais ces gamins, pourquoi est-ce que, on peut se dire quand même, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que ces gamins, ils vont pointer ce professeur qui était peut-être pas, ils savaient pas qu'il était alors, pour tuer. évidemment, mais désigner un professeur pardonnez-moi, mais dans les procès-verbaux que j'ai pu consulter, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que les gamins pensent qu'il va avoir droit à une correction, Paty. Et pourquoi est-ce qu'ils pointent le fameux leur professeur qui est honorablement connu? C'est parce que depuis une semaine, dans l'école aussi, les gamins sont remontés. Il y a eu beaucoup de professeurs qui ont estimé que Samuel Paty n'aurait pas dû faire ça. Les collègues n'ont pas été très très bien. On peut dire un mot des collègues. Oui, allons-y. On peut dire un mot des collègues. C'est simple. Il y a 2 collègues qui ont pu parler et qui nous ont raconté évidemment des choses. Il y a 2 collègues qui ont soutenu mollement Samuel Paty. Il y en a un qui a soutenu vraiment Samuel Paty, donc dans ces David, 2. Voilà, David, qui a d'ailleurs plaqué l'éducation nationale et qui travaille dans tout à fait autre chose aujourd'hui. Et puis il y a les autres. Ceux que j'appelle vraiment les lâches, c'est-à-dire, pardon, je le dis parce que je n'ai pas pu l'écrire, je ne me serais pas permis, mais là, je peux me permettre, on est avec vous, André, et c'est vrai que c'est terrible, mais quand le lundi précédent le drame, Samuel Paty, on lui dit, t'as merdé, t'aurais jamais dû faire ça, on va écrire à l'inspection académique, on va écrire à l'inspection académique parce que nous, on n'est pas solidaires de toi, etc. Il faut quand même se rendre compte
compte que Emmanuel Leroy, le référent laïcité, il est obligé de calmer les ouailles. Il est obligé de dire soyons un peu solidaires. Et puis n'exercez pas vos droits de retrait non plus. Essayons d'être là, quoi, tous ensemble. Montrons un visage. Tous vont se cacher, quoi. Pratiquement, mais c'est ça. C'est terrible, c'est terrible. Et puis il y en a quand même quelques-uns. Je leur fais pas un sort dans le livre, mais j'ai de quoi qui ont été absolument abjects avec Samuel Paty. Abject. Qui l'ont dénoncé carrément, etc. C'est absolument abject. Qui se sont donnés en spectacle même devant leurs élèves. Il se reconnaîtra. Mais c'est assez terrible et arrive effectivement le moment, vous le racontez, enfin ce moment du drame, enfin où donc on le désigne et voilà, il est poignardé, il est décapité. Oui, Abdullah Kanzorov attend, on lui montre, on lui dit qui est Samuel Paty. Quelques minutes auparavant, il a quand même appelé la fille pour être sûr qu'elle a bien dit que Samuel Paty, etc. Oui, juste avant. Oui, elle change pas de version, elle continue dans sa version, etc. Et après, une fois que Samuel Paty est repéré, eh bien, Abdullah Kanzorov sort son couteau, il court derrière. Il y a une collégienne qui est là, qui est absolument effrayée de voir ce type courir avec un couteau, qui va attraper Samuel Paty par derrière, qui va le poignarder. Il est lardé de coups de couteau, lardé, vraiment. Et après, il va lui couper la tête. Et le pire du pire, c'est qu'il va mettre en scène la tête. Il va photographier ça tranquillement pendant qu'il y a des voitures qui passent. Il y a des gens qui disent on se demandait si c'était une répétition d'Halloween. On a quelques jours des vacances de la Toussaint. Ou d'un film ou quelque chose. Ils sont absolument choqués, sidérés, sous le coup, sidérés. Et il va prendre son temps. Le temps que la première patrouille arrive, première patrouille de police qui est la police municipale, d'ailleurs qui va menacer avec son pistolet à air comprimé, il va tirer plusieurs coups en l'air, les policiers municipaux vont vite faire demi-tour et appeler du secours, et puis il prend ses photos, il les envoie en Syrie, il les envoie partout, il se met en scène sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, on a l'alliance du djihad du pauvre avec cette espèce de folie la super de la technologie du riche mondial. Exactement. Non, c'est ça aussi c'est extraordinaire. C'est terrible parce qu'il n'y a pas eu ça à Charlie Hebdo. Les frères Kouachi ne se sont pas fait filmer, n'ont pas filmé les journalistes de Charlie Hebdo. Et là, c'est terrifiant parce que... Enfin, c'est terrifiant. C'est tellement significatif de notre temps, dans le pire aspect, c'est que mondialement, je tue, je filme, j'envoie... Je fais connaître à la terre entière ce qui s'est passé. Bien sûr, j'ai tué un chien de l'enfer, Monsieur Paty, dont il refuse même la politesse de l'orthographe correcte sur ses publications. C'est-à-dire qu'il l'écrit même pas correctement. J'ai vengé le prophète, il dit aussi. C'est pitoyable. C'est en même temps tellement significatif. On va en parler avec les auditeurs, avec vous, Stéphane Simon. Nous avons des auditeurs. Ce livre est tout à fait... vraiment, je veux dire que je crois qu'à un moment donné, il faut pas fermer, se boucher les yeux et les oreilles devant le réel. Le réel, c'est ça aussi, hélas. Et les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Je crois qu'on a Marie. On accueille Marie de Salon de Provence. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Sud Radio, bonjour. Alors voilà, j'étais en train d'écouter donc l'émission et je voudrais vraiment vous remercier. Parce que vraiment, faire lumière sur tout ce qui s'est passé, et ne pas se taire et savoir rendre hommage déjà à M. Paty, et puis bon, finalement, c'est aussi toutes les victimes de cet obscurantisme, de ce terrorisme, c'est terrible. Ce que je disais tout à l'heure à l'accueil de votre radio, c'est que moi, j'ai 37 ans. Ouais. Et quand on était jeune, on vivait dans une France où on avait peur des profs, où on craignait le prof. On se disait, mais si jamais on déconne, il nous faut à la porte. Et on avait ce respect et cette angoisse un petit peu, vous savez, de... Oui, il y avait l'autorité, ils étaient respectés, quoi. Ouais. On avait un respect de l'autorité. Et je me demande si réellement, de nos jours, il y a encore ce respect. J'ai pas l'impression. Je vois les jeunes et j'ai pas cette impression qu'ils respectent l'autorité. Alors, Stéphane Simon, est-ce que vous, fils d'enseignant, petit-fils d'enseignant, vous l'avez déjà dit, ça vous a d'autant plus choqué que c'est un univers que vous ne pouviez pas imaginer? Pour moi, moi je sais ce que je dois aux enseignants, c'est ce que je dis, et j'en suis toujours troublé. Je dois beaucoup
à ces professeurs qui ont fabriqué des générations de Français. Il est absolument indigne qu'ils soient dans cette situation aujourd'hui, qu'ils ne soient pas respectés, qu'ils soient lâchés par leur hiérarchie bien souvent, et qu'on les laisse se démerder face à ce cancer qui est... Parce que l'islam politique est un cancer pour nos institutions. Et il se trouve que l'islam politique, les frères musulmans, ciblent l'éducation nationale. Oui. Ils ciblent, ça fait partie de la feuille de route. C'est très important pour eux que dans les écoles, eh bien, que l'on ne chasse plus des enceintes de l'école cet islam politique, que le voile y soit autorisé, etc., etc. Et si vous voulez, la normale, ce serait que les professeurs soient soutenus. Effectivement, ces professeurs ont besoin de leur hiérarchie. Alors justement, et encore une fois, je crois qu'on est d'accord, moi je sépare complètement l'islamisme politique de la communauté musulmane. Bien entendu, bah, évidemment. Parce qu'il y a autant de gens... Surtout pas d'amalgame. Non, parce qu'il y en a qui le font et c'est totalement imbécile. C'est absolument imbécile. Et faux. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de dire qu'il y a un personnage dont je parle dans l'épilogue, qui est la fille de Sefrioui. Eh bien, quand elle a entendu parler de ce professeur qui venait de se faire décapiter, et dont elle avait entendu parler à la maison, et qu'elle a vu le rôle de son père. Et qu'elle a compris le rôle de son père. Oui. Eh bien, cette femme, elle a retiré son voile, elle l'a foutu sur la table, et elle a dit: plus jamais tu m'entends, plus jamais plus jamais tu me verras, et plus jamais je ne supporterai tes conneries. Et cette femme est aujourd'hui, elle a pris ses distances avec tout ça, donc il y a de la lumière. Mais bien sûr. Toujours et partout. Stéphane Simon, alors revenons quand même à l'éducation nationale, oui, avant de parler du reste. Comment réagit quand le drame s'est passé, les terribles drames s'est passé, comment réagissent les autorités? Alors effectivement, le ministre de l'Intérieur est venu, le président de la République est venu, mais au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'ils se sont posé des questions en disant: est-ce qu'on n'a pas raté à un moment donné une marche? Est-ce qu'on n'a vraiment pas, nous, on accusait Samuel Paty d'avoir merdé, est-ce que nous, on n'a pas merdé? Moi, je vais vous raconter une chose. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai demandé un rendez-vous à Jean-Michel Blanquer, qui est quelqu'un qui a essayé vraiment, de bonne foi, de renforcer les valeurs de la République au sein de l'éducation nationale, qui a mis au point un certain nombre d'alertes pour que ceux qui ont besoin d'aide puissent en avoir. Malheureusement, c'était pas sur lui que ça devait tomber, mais l'affaire Paty est tombée sous son ministère. D'accord. Et il m'a dit: pardon, mais Samuel Paty, je n'en ai entendu parler que le 16 octobre. Ce à quoi je lui ai répondu: mais non, il y avait des messages d'alerte qui tombaient dans votre direction, au ministère. Oui. Et d'ailleurs, c'est grâce à vos procédures d'alerte que tout ça, ces signalements remontent. Et il m'a répondu: vous savez, quand on a 30 à 40 signalements par jour, on peut pas tout savoir. Et là, je me suis dit: mais c'est effectivement à quoi ça sert, oui, si on ne met pas les moyens humains en face de ces alertes. Oui, parce que lui, il ne peut pas tout voir. Mais non, bien entendu qu'il ne peut pas tout voir. Il est de bonne foi quand il dit ça. Mais si on ne met pas les moyens humains, à quoi ça sert d'avoir des alertes? C'est un peu comme le gars qui va mettre une alarme chez lui, qui se déclenche à tout bout de champ. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Stéphane Simon, est-ce que... Alors, au-dessous de Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'il y a un certain nombre de responsabilités? Est-ce qu'il y a eu, on va en parler peut-être après une petite pause, oui, mais je voulais savoir s'il y a eu, et vous avez sûrement rencontré, des prises de conscience au moins, et on va parler aussi de ce qui s'est passé au lycée, au collège de Conflans-Sainte-Honorine. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Bercoff avec Stéphane Simon pour son livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Tahar des Hauts-de-France. Bonjour Tahar. Bonjour Tahar. Bonjour André, bonjour aux auditeurs, bonjour à votre invité. Bonjour. Mais en fait, je me permettais de vous appeler parce que je suis de confession musulmane, je suis français et je suis absolument scandalisé par ce qui se passe dans notre pays. Je tenais à dire à tous les auditeurs et à tous nos concitoyens français que malheureusement, en tant que musulmans, on n'a pas autant la parole qu'on aimerait dans les médias.
pour dire justement que déjà, ne serait-ce qu'au travers du monde, nous sommes les premières victimes de cette atrocité qui est l'intégrisme, l'obscurantisme. Moi, je suis pour, clairement, la critique de toute religion, y compris la mienne. À partir du moment, bien sûr, où c'est fait dans le cadre du respect, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour arriver à de telles extrémités, c'est que vraiment, ces gens-là sont des idiots, des imbéciles, des déchets de l'humanité, excusez-moi de parler comme ça. Parce que s'ils connaîtraient un minimum notre religion, ils sauraient justement tout ce que le prophète lui-même a subi du temps où il vivait, justement, toutes les humiliations, etc. Et c'est pas pour autant qu'il a ordonné la mort de quiconque. Donc je suis de tout cœur avec la famille et... Oui, merci voilà. Tahar, mais je veux dire, merci de dire cela, mais vous savez, tout le problème des fanatismes, quel qu'il soit et d'où qu'ils viennent, hein, il n'y a pas de monopole du fanatisme, et ça n'existe pas, et bien voilà, les fanatiques sont des sanguinaires, les fanatiques disent que quand vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, vous êtes soit un mécréant, soit un traître, soit un qu'il faut éliminer. Vous savez, Pol Pot, Staline, Hitler, Mussolini, hélas, les exemples abondent, que ce soit des exemples religieux ou pas. Si vous me permettez, mon cher André, c'est que j'ai l'impression que nous sommes pris en otage par une extrême minorité, mais qui nous salit, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent dans notre cœur, d'être humilié à ce point. Comme je vous dirais, j'ai envie de le dire de toutes mes forces, que justement, même si c'est pas évident, qu'on n'a strictement rien à voir avec ces fanatiques, ces barbares. Mais vous savez, la meilleure manière, très sincèrement, il faut le dire, et vous êtes beaucoup plus fondé que quiconque d'autre pour le dire, pour dire voilà, on n'est pas d'accord, comme d'ailleurs dans comme il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec tel ou tel salaud ou ordure qui, au nom soit de la religion, soit au nom de la foi, la déforme, s'en empare et en fait un instrument de pouvoir. Parce que le fond du problème, vous savez bien, c'est un instrument de pouvoir, Tahar. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'ils s'attaquent à nous en priorité, hein, dans le reste du monde. Mais parce oui, que justement, l'immense majorité... Heureusement, on n'est pas comme eux, pas du tout. Mais vous savez ce qu'il faut faire? Moi, je dis, mais pour tout le monde, hein, pour nous, pour moi, pour vous, il faut parler. Il faut ne pas laisser faire. Il faut ne pas se laisser faire et ne pas laisser faire. Vous savez, c'est valable pour tout le monde. En tout cas, merci Tahar. Merci pour votre... Merci à vous et merci pour votre travail. Merci. On a peut-être Pierre? Oui, nous avons le temps de recevoir Pierre de Saint-Cloud. Bonjour Pierre. Oui, allô? Oui, Pierre, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, donc moi je connais personnellement une professeure de français dans la région parisienne qui a été menacée de mort avec des menaces très claires, très circonstanciées, et sa famille aussi, et qui est sous protection policière et le rectorat a fait ce qu'il fallait là. Mais bon, évidemment, le cas n'est pas divulgué. Bon, on comprend pourquoi. Mais je sais qu'il y a plus de gens qu'on croit, notamment dans l'enseignement, qui sont menacés de mort. Samuel Paty n'est pas un cas isolé. Ouais. C'est malheureux, mais c'est malheureux, mais c'est devenu une figure de style, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de menaces aujourd'hui où on dit « je vais te faire une Samuel Paty ». Vous vous rendez compte de l'abomination? Et c'est pour ça qu'on doit quelque chose d'autre à la mémoire de Samuel Paty. Et je voudrais dire un mot sur le fait que, par exemple, il est absolument anormal que le buste en bronze qui a été fait... Je vais vous poser la question. Oui, qui a été fait pour rendre hommage à Conflans-Sainte-Honorine, à ce professeur qui est exemplaire, comme on l'a rappelé. Eh bien, ce buste en bronze, il est toujours au fond d'un entrepôt. Et ça, je voulais vous dire que parce que on veut pas réveiller les cicatrices, on veut pas agiter le chiffon rouge, dit-on. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a une plaque sur ce collège? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien, très franchement. Non, il n'y a rien, il y a juste une petite fresque derrière le cours de tennis de Samuel Paty. Il y a une fresque là qui est faite, mais devant le collège, il n'y a rien, malheureusement, c'est absolument indigne. Alors, il y a, de par la France, il y a des maires, des personnes courageuses qui simplement sont indignées par ce qui a été réservé à Samuel Paty et qui veulent faire vivre son souvenir. Eh bien, ils ouvrent un square. Il y a un square Paty, pas très loin de la Sorbonne, par exemple. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose qui existe. Ça. Voilà. Il y a 2 ou 3 établissements scolaires en France qui vont porter le nom de Samuel Paty, mais celui du collège du Bois d'Aulne, toujours pas. Vous êtes journaliste, vous êtes producteur, vous connaissez, vous êtes producteur depuis très longtemps, vous continuez d'ailleurs plus que jamais aujourd'hui. Au fond, au bout du livre, au bout de l'écriture de ce livre, au bout de l'enquête, aujourd'hui, vous êtes optimiste, pessimiste sur l'état des lieux?
pas tellement. Ce qui me paraît indispensable, c'est que ce procès ait lieu. Il va avoir lieu en 2024. Et il y a une deuxième enquête qui est ouverte, là je vous le dis, qui a été ouverte il y a quelque temps déjà. Là, pour le coup, pour omission de porter secours. C'est là où on va étudier les responsabilités que l'on comprend dans le livre. Non-assistance à personne en danger. Exact, c'est un peu ça, effectivement, où on va voir les responsabilités qui ont conduit à la non-protection, à la non-mise en œuvre de ce qu'il était absolument indispensable de faire pour éviter cette tragédie. Cette plainte est portée par l'avocate Virginie Leroy, et cette plainte, évidemment, elle émane de la famille Paty qui veut savoir toute la vérité, qui veut que, au moins, que le sacrifice de leur fils puisse, de leur frère, puisse conduire, et le procès à une catharsis qui puisse permettre à ce que des enseignements soient retenus, des leçons n'aurait pas été vain, et que qu'on en tire des leçons. Vœu pieux, mais vœu quand même. Vœu pieux. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à de nous écouter. Merci beaucoup à Stéphane Simon pour son livre Merci Les de votre derniers invitation. jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée, édité chez Plomb. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.